tous les présidents de chambre de la Cour suprême d'avoir organisé cette session internationale dont le thème, comme vous l'avez déjà vu depuis ce matin, porte une opportunité, même voire une acuité, justifiée par une situation dans laquelle la première chose qui apparaît est un manque de coordination réglementaire, ou disons une insuffisance de coordination réglementaire entre les multiples parties concernées. Situation d'ailleurs complexifiée par un essor majeur et continu du secteur médical libéral dans notre pays au cours de ces 20 dernières années, ce qui a été confirmé par la première intervention de notre collègue du ministère de la Santé, où j'ai décompté pratiquement 14 nouveaux EHP chaque année depuis 20 ans. Personnellement, je me suis intéressé à ce problème depuis longtemps, car j'ai eu la chance d'avoir effectué une double carrière chirurgicale, la première hospitalo-universitaire d'une durée de 32 ans, et la seconde en milieu libéral d'une durée de plus de 20 ans. C'est donc à ce titre qu'il m'a été demandé d'intervenir dans nos débats en tentant de retracer le vécu du chirurgien libéral dans le domaine de la responsabilité médicale au sein de l'établissement privé hospitalier. Je serai très bref et j'éviterai les redondances, et donc je me limiterai à poser les problèmes vécus sur le terrain par les différents acteurs concernés et à faire quelques propositions centrées sur les deux parties essentielles objet de notre débat, à savoir les droits et la protection du patient d'une part, la responsabilité et la prévention des conflits pour le chirurgien d'autre part. Seront exclus de notre propos la pratique chirurgicale dans le secteur étatique, bien sûr, et la pratique médicale, proprement dit, dans le secteur libéral. Le chirurgien, comme tous les médecins, il est astreint à une obligation de moyens et non de résultats, comme cela a été dit. Ce principe induit en premier lieu sa compétence à poser le diagnostic, à décider de l'indication opératoire et à effectuer l'acte chirurgical nécessaire. La surspécialisation chirurgicale peut être à l'origine de difficultés pour le juge pour disculper ou condamner un chirurgien. Il nous paraît alors utile dans ces cas-là de rappeler la nécessité de recourir, lorsqu'il s'agit d'un problème de compétence, à l'avis définitif des autorités universitaires concernées, ce qui malheureusement n'est pas fait assez souvent, en particulier dans le domaine de la chirurgie esthétique. En ce qui concerne l'obligation de moyens humains et matériels, il relève de la structure de soins que nous verrons plus loin. Il faut rappeler cependant qu'il incombe aux chirurgiens de s'assurer de leur disponibilité et de leur adéquation à l'acte chirurgical envisagé. Le chirurgien est aussi tenu à fournir une information loyale et complète aux patients et à sa famille, afin d'obtenir le consentement éclairé de leur part. Dans la réalité, parce qu'on revient toujours à la réalité, les chirurgiens ne jugent pas utile de documenter, je dis bien documenter, et cela a été déjà souligné, cette importante étape. Ils se contentent de faire signer aux patients une simple attestation affirmant leur acceptation d'être opérés, ce qui ne sert à rien juridiquement, puisqu'aucun document ne prouve que le malade a été informé dans ce sens. Les relations contractuelles liant le chirurgien à la structure libérale où il exerce, que ce soit en tant que chirurgien libre ou salarié, ne modifient en rien les responsabilités respectives du chirurgien de la structure médicale vis-à-vis de ses patients. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on soit chirurgien libéral ou on soit salarié par la clinique, la responsabilité du chirurgien demeure entière vis-à-vis du malade. Maintenant, les dédommagements sont en cas salarié pris ou non selon un accord
préalable par la clinique, comme au niveau hospitalier, c'est l'hôpital qui fait face au truc, ça reste selon les circonstances, selon les cas. Il faut aussi rappeler le problème qui n'est pas bien résolu des chirurgiens étrangers qui viennent opérer en Algérie dans le cadre de relations contractuelles avec des structures privées, des structures libérales, pour certaines spécialités chirurgicales qui sont en plus conventionnées par la sécurité sociale. Et je pose le problème de ce que prévoit la législation et la réglementation au point de vue responsabilité civile dans ces cas-là en cas de problème pour le patient. Quant aux chirurgiens fonctionnaires dans le secteur public et opérant dans une structure privée, ceci est encore interdit. Il engage directement et avant tout sa responsabilité administrative et civile, ainsi que celle de la structure où il exerce son activité. Il faut dire aussi qu'il y a le cas particulier, il est une règle en chirurgie, où on vous dit, quand vous êtes dans une situation où vous êtes dépassé, il faut faire appel à quelqu'un qui a plus de compétences que vous. Évidemment, les circonstances, si vous êtes en clinique privée, vous pouvez faire appel à un ami, un autre ami, qui est au milieu hospitalier, qui vient vous tirer d'une mauvaise passe. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ça va poser des problèmes juridiques, bien sûr. D'un autre côté, lorsqu'un chirurgien se trouve dans une situation difficile, on vous dit toujours que la faute, c'est de ne pas faire appel à quelqu'un. La faute, c'est de continuer dans votre faute. Le second acteur est le patient. Et souvent aussi, chez nous, au milieu libéral, s'approche à nous. Tout le dispositif législatif devrait viser à préserver et à faciliter l'exercice de ces droits, de quelque nature qu'ils soient. Il ne faudrait pas que l'obtention de ces droits ne soit qu'un long chemin, interminable et douloureux. Il faudrait que ces dédommagements soient à la mesure des préjudices corporels et psychologiques qu'il a subis. Ces préjudices ne doivent être ni ignorés, ni minimisés et ni exagérés par l'ensemble des parties concernées. Au-delà des éventuelles sanctions pénales prononcées par le juge, l'évaluation des dommages est une étape souvent négligée et effectuée par des médecins qualifiés d'experts, ce qui nous renvoie au problème de l'expertise en matière de responsabilité médicale que nous allons voir plus loin. Cette dernière est une phase importante de la procédure judiciaire car elle apportera au juge l'aide nécessaire pour qualifier et déterminer les responsabilités des uns et des autres. Cependant, cette expertise, on en a beaucoup parlé et je vais juste poser quelques questions à ce propos. Le premier problème est la qualification des médecins experts. Très souvent, le juge se contente de demander une expertise à un chirurgien qui est dans la même spécialité que le chirurgien qui est incriminé. Ces médecins sont qualifiés d'experts très souvent sur aucune base, si ce n'est simplement d'être professeur ou maître assistant dans la même spécialité. Actuellement est considéré comme tel, donc tout chirurgien spécialiste secteur public ayant demandé son inscription en tant que tel au niveau du tribunal de circonscription, sans que la loi l'assujettisse à une formation préalable validée en matière de droit, lui permettant de classer les faits en aléas, erreurs et fautes, comme on l'a dit. Donc, être spécialiste, c'est une chose, être expert, c'est autre chose. Je ne reviens pas sur les médecins légistes, qui sont aussi souvent sollicités, pas dans leur expertise, dans leur domaine, mais pas dans le domaine purement chirurgical, d'autres spécialités, ce qui peut paraître paradoxal. Le second problème est la procédure d'expertise.
Alors, elle n'est pas codifiée dans les textes actuels, elle laissait à l'appréciation des uns et des autres. Cette procédure serait due souvent à la lecture par l'expert de protocoles opératoires de quelques données du dossier et à la rédaction de conclusions péremptoires et définitives. Il est d'une utilité certaine d'inclure la nécessité d'un dialogue préalable entre l'expert et chacune des parties concernées. L'expert ne peut pas juger un acte chirurgical uniquement sur la lecture d'un protocole opératoire, parce que la chirurgie est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il a besoin, pour se faire une idée exacte de son expertise, d'avoir au moins un entretien avec le chirurgien, avec Émilie, qui va mieux expliquer les circonstances de son intervention, un dialogue aussi avec le patient, pour bien comprendre, disons, les attentes de ce patient et ses motivations, le responsable de la structure de soins, qui a aussi son mot à dire puisqu'il est incriminé, et éventuellement le médecin légiste dans des cas où il y a eu mort. Ainsi, le médecin expert pourra mieux étayer ses conclusions en connaissance de cause. Et personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir vu plusieurs expertises uniquement sur la lecture du protocole opératoire aboutissant à la conclusion qu'il y avait faute, alors que par la suite, les choses ont été revues. S'agissant maintenant de la structure privée dans laquelle les faits se sont déroulés, les textes sont clairs. Elle est chargée de fournir en permanence tous les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice des activités figurant sur son agrément administratif. Il est clair que le chirurgien demeure entièrement responsable de tous ses actes vis-à-vis de son patient, la structure ne jouant qu'un rôle de support technique, assumant sa propre responsabilité civile. Le caractère médical de la structure est administrativement concrétisé par l'agrément d'un chirurgien directeur médical, qui sera l'interlocuteur du ministère de la Santé selon des dispositions réglementaires qui demeurent encore vagues et sommaires, tout en ne précisant pas qu'il n'a déontologiquement aucune autorité ou responsabilité sur la prise en charge d'un patient par son propre chirurgien. Il y a vraiment une confusion, très souvent, sur le rôle du directeur médical lorsqu'un chirurgien au sein de la structure a un problème de justice. Très souvent, on incrimine dans la foulée le directeur médical alors qu'il n'a aucune prérogative pour intervenir dans ce que le chirurgien fait avec son patient. Il est entièrement responsable. Il est là pour aider la direction de la structure à fournir les moyens nécessaires à l'ensemble du collectif des chirurgiens pour effectuer leur travail. Et il est l'interlocuteur, comme je l'ai dit, du ministère de la Santé en matière de réglementation. Dans le domaine des assurances, le chantier méconnu de tous est resté depuis longtemps en friche. Si l'obligation d'être assuré pour le chirurgien de la structure de soins de règle, le contenu et le champ pratique de ces dispositions sont loin d'être conformes à la réalité des choses. L'une des causes essentielles relève de la méconnaissance par les chirurgiens de l'importance d'être correctement assurés. Les sommaires contrats proposés ne sont nullement à la hauteur des risques encourus et surtout n'offrent aucune assistance concrète de conseil juridique aux chirurgiens, sans compter la lente réactivité de leur procédure et toutes les étapes de l'instruction du déroulement du procès et de ses conséquences. Très souvent, les chirurgiens sont assurés selon des contrats où la couverture financière est ridicule, parce qu'eux-mêmes, ils n'y croient pas, et lorsque le fait arrive, l'assurance est totalement inexistante, et c'est quelque chose qui est inadmissible jusqu'à la présent. Autre intervenant dans notre thématique, le Conseil de déontologie médicale, qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, présidé par notre ami le docteur Becat ici présent. Donc, je ne vais pas dire grand-chose sur le Conseil de déontologie, il est beaucoup plus habilité à en parler. Je voudrais simplement souligner ce qui existe depuis plusieurs années, c'est un manque flagrant de sensibilisation et à tous les niveaux concernés de l'importance de cette structure officielle prévue par le Code de la santé publique, que ce soit dans ses prérogatives réglementaires, éthiques, déontologiques, d'expertise, de médiation et de conseil.
La reconnaissance de l'importance de cette instance relève de plusieurs causes qui méritent débat, mais effectivement le rôle de médiation dans les affaires juridiques du Conseil de déontologie est reconnu par tous les textes, mais dans la réalité, tout le monde reconnaît cette prérogative du Conseil de déontologie. Enfin, dernier intervenant et non des moindres, l'État, concernant le volet sociétal de notre problème. La situation actuelle concernant la responsabilité médicale en général et au milieu libéral en particulier ne satisfait aucune partie. Pour le chirurgien, du simple aléa diagnostic ou thérapeutique jusqu'aux classiques complications post-opératoires qui sont connues et publiées dans la littérature médicale, tout cela peut conduire à un drame à la suite d'une plainte où l'obligation de résultat va se substituer à l'obligation de moyens. Pour la justice, submergée par des dossiers de toute nature, les affaires de responsabilité médicale, fort heureusement beaucoup moins nombreuses, ne font pas l'objet ne font pas l'objet souvent de toute l'attention approfondie et des expertises qu'elles requièrent. Enfin, pour le patient et sa famille, c'est une longue et nouvelle souffrance liée à la procédure qu'il faut supporter. Il apparaît donc nécessaire, et je termine par là, il apparaît donc nécessaire de mettre en place, et cela a été dit, un palier préalable dans l'examen des dossiers, afin de serrer ce qui relève d'une véritable procédure judiciaire. Ce palier de nature administrative et décentralisée réunira tous les intervenants et experts nécessaires afin de traiter rapidement les dossiers et d'avancer l'une des trois conclusions suivantes. Dossier non recevable, il n'y a pas lieu d'accepter la plainte, elle ne repose selon les experts sur aucun argument. Dossier recevable, mais qui doit être traité sans implication judiciaire, et en particulier sans implication du chirurgien, c'est un aléa, c'est une erreur, c'est quelque chose de ceci. Dossier donc qui est recevable et qui va être transmis à la justice. Et troisième truc, le dossier recevable, mais qui est transmis à la justice parce qu'il se relève de la justice. Cette expérience a été faite dans certains pays, en particulier en France, et les résultats sont très satisfaisants parce que beaucoup de dossiers qui, chez nous, terminent au niveau de la justice sont soit rejetés parce que non viables, soit traités par la commission qui donne lieu à des dédommagements qui sont fixés par une expertise. Donc en conclusion, le thème de nos débats pose un problème humain, juridique et sociétal qui mérite toute notre attention. L'ouverture d'un vaste chantier de réforme impliquant toutes les parties concernées dont les maîtres mots sont la prévention, la formation, l'organisation et la médiation. Quant au chirurgien libéral, et là c'est quelque chose quand même d'important, il doit apprendre à se tenir constamment prêt à répondre à toute situation qui exigerait de fournir toutes les preuves concrètes de sa qualification, de sa stratégie diagnostique et chirurgicale, de son suivi post-opératoire et des moyens utilisés.